Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette première ronde du Weekly Viz qui a eu lieu hier, dans laquelle on va voir s'affronter Grist contre Akiri. On perd pas de temps, la vidéo est riche en rebondissements. C'est donc moi qui commence avec un Surveilland bleu-rouge. Donc encore une fois, idéal pour fixer les débuts de partie et filer les trous dans la curve, on peut dire. Edouard, mon adversaire qui joue Grist, fetch dès le tour 1 pour aller chercher un magnifique bayou qui venait de lui être offert par sa compagne, me disait-il. C'est sympa d'avoir une compagne qui s'investit comme ça dans Magic. J'ai cette chance également, donc je sais que c'est vraiment sympa. Au niveau du match-up, a priori c'est une battle de mid-range. Donc le but va être de résoudre des cartes qui vont être intrinsèquement bonnes. En l'occurrence, elles n'ont pas forcément toujours un lien avec un plan de jeu particulier. De mon côté, ça va être plutôt axé quand même sur les artefacts, les synergies avec les artefacts. Et du côté d'Edouard, plutôt les synergies avec le cimetière et la génération de mana, ou en tout cas de prendre un avantage sur le board et le mana avec des dorks. Dès le tour 2, je joue un Ancient Den qui est le terrain artefact blanc. Ce qui me permet de jouer une Akiri qui est directement 1-3. Parce que bon, une Akiri, si elle n'a pas de force, c'est bien beau d'avoir la vigilance et l'initiative, ça ne servirait à rien. Mon adversaire Edouard propose un Grist, fait un +1 assez logiquement. Il meule un marais de base, me semble-t-il. Et il pose son petit insecte. Donc là, ça peut très vite être embêtant parce que Grist, il faut se rappeler que c'est quand même un anti-bet sur patte. Mais pas exclusivement pour les créatures, également pour les Planeswalkers. Et des Walkers, j'en ai un ou deux que j'aimerais bien garder. Pas forcément en main, mais je sais dans mon jeu c'est le cas. Donc va falloir quand même faire attention, pouvoir attaquer potentiellement Grist pour le maintenir à 1 ou 2 de loyauté. Soit pour l'empêcher complètement à 1 de loyauté, soit pour le forcer à se sacrifier si jamais il décide de faire cet effet de destruction de Planeswalker ou de créature. Je pars fetcher un bleu-noir pour 2 cailloux blanc-bleu. Le talisman qui fait un peu comme un Penland. Encore un Penland talisman bleu-rouge cette fois-ci. Je perds un point de vie, Bolt. Donc là on est sur une très belle curve quand même. Ça veut dire qu'au prochain tour je vais dégager, j'aurai 5 mana, potentiellement 6 si je lande. Et là j'arrive directement dans un territoire où je peux slammer des kills en fait, tout simplement. Je peux donc attaquer avec Akiri à 3 dans Grist. Donc cette Lightning Bolt qui a été piochée qui tombe mais vraiment à pic. Tout removal aurait fait l'affaire, mais Bolt c'est très bien également. J'aurais pu éventuellement préférer l'avoir plutôt en late game pour infliger 3 blessures directement face. Enfin, c'est du détail. Là, je suis plutôt bien dans ma partie. Encore une fois, +1 du côté d'Edouard, qui meule un autre terrain, donc cette fois-ci une forêt. Voyons voir quel va être son follow-up. A priori, peut-être un fetch. C'est ça, donc on a un fetch du côté d'Edouard. On va voir ce qu'il va chercher. Probablement le Surveilland. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. Underground, Mortuary, quelque chose comme ça. Donc on va voir ce qu'il va révéler, quel va être son follow-up. Parce que là, certes, je n'ai que Akiri on board, mais j'ai de quoi la recaster les 2 prochains tours sans aucun problème. Et le fait d'avoir accès à beaucoup de mana, donc typiquement là on voit que les cailloux sont relativement pertinents. Je pense que les cailloux c'est vraiment quelque chose d'obligatoire en termes de deck building, en tout cas dans une version mid-range. J'en discutais sur les biquettes pas plus tard que ce matin, que dans une version agressive d'Akiri, on peut envisager de ne pas en jouer ou éventuellement que Arcane Signet. Mon adversaire décide de faire double spell, donc avec un Geist ainsi qu'un Dork. Geist qui ne peut pas vraiment attaquer parce que j'ai une 3-3 initiative. Donc à moins qu'il veuille activer son effet d'Undying gratuitement, il n'y a pas grand intérêt à attaquer. Je lance, je fetch.
On va voir si j'ai des gros drops à poser directement. Il me semble que c'est le cas en plus. Hop. Et on va voir ce que je vais pouvoir proposer. Il me semble que j'ai un kappa en main. Ouais, ça me fait plaisir ça. Je déclare une phase d'attaque avant de jouer mon kappa parce que dans tous les cas, je m'attends à ce que Akiri soit bloqué. Que je la lance avant, ça change rien du tout. Et ça peut induire l'adversaire en erreur par rapport aux autres cartes que je pourrais potentiellement jouer. Donc là pour 6, Kappa Canonnier, qui est wardé un peu comme du n'importe quoi, donc il se voit arriver, prend un marqueur +1/+1 et est imbloquable le tour où il arrive en jeu. On a donc une belle patate qui est 5/5 ward 4, donc bon chance pour la déloger. Et je me dis que même si mon adversaire fait un -2 dans le Kappa, il va devoir engager 4 mana, et donc c'est comme si j'avais fait un time walk avec ma carte, donc ça me convient dans tous les cas. Et il me semble que j'ai un Carnage Interpreter en main qui met en jeu 4 clous quand il arrive en jeu, et donc ça fait 4 triggers de Kappa, donc ça peut vraiment envoyer un parpaing à 9 imbloquable. Je me dis, bon, la partie elle peut être terminée dès le prochain tour si je me dépatouille. Bon, en l'occurrence, Grist fait un -2 en sacrifiant son Geist. Il sacrifie son Geist, et c'est dommage qu'il ait détruit Akiri et qu'il ait pas détruit son propre Dork, parce que le plan c'était de faire Living Death juste derrière. Il aurait pu remonter son Dork au passage. Donc petit séquençage, je sais pas exactement si ça se dit. Ça aurait pu être optimisé un tout petit peu plus, mais bon. Dans l'idée, ça me détruit quand même bien mon board, et il fait bien de faire cette Living Death dès à présent, parce qu'effectivement, il n'a pas l'info, mais je crois bien que j'ai un Carnage Interpreter qui aurait pu être vraiment, mais si ce n'est létal, mettre un bon parpaing. Et puis en plus, Geist a le bon goût d'avoir la célérité, on peut attaquer immédiatement. Pour un Esper Sentinelle. Là mon but c'est de vider ma main avant de jouer le Carnage Interpreter. Donc je fais un colorless. Un rouge, un noir. Bon, de toute façon c'est des hybrides colorés donc on s'en fout un peu. Donc ce joli bout de papier tout blanc, c'est le Carnage Interpreter que j'ai commandé, qui n'est pas encore arrivé. J'ai 2 ou 3 cartes dans mon deck qui sont en proxy. Pas de panique, les Weekly Viz sont des tournois proxy friendly. Le but c'est de s'entraîner, pas de faire un étalage de à quel point mon deck il est plus beau que le tien. Micro-bug technique, on va voir si ça pose un problème. Donc le Carnage Interpreter arrive en jeu et accompagné de ces 4 indices. Étant donné que j'ai plus de main, c'est une 5/5 menace, donc mine de rien, solide. Sachant qu'en plus Akiri c'est un deck qui a tendance à pas faire beaucoup de cartes d'advantage, avoir ce second souffle du Carnage Interpreter est vraiment très précieux. De toute façon il a tellement été pertinent qu'il s'est pris un -2 de... pertinent ou impertinent d'ailleurs, un -2 de Grist, ce qui fait que... bah au moins c'est des marqueurs qui seront pas ajoutés quand il fera des +1. Moi ça me va, je pose mes menaces, le Carnage il a fait son taf déjà avec les 4 clous, je pourrais en péter un à la fin du tour pour piocher. Et mon oppo lance un Green Sun Zenith, donc il se jette sur sa bibliothèque, je lui rappelle, alors attends, est-ce que tu payes 1 sur l'Esper Sentinelle, ensuite sur un malentendu je peux toujours piocher une faux, une faune, une daze ou que sais-je. Donc ce n'est pas le cas, mais j'ai quand même bien pioché 2 cartes histoire de... voilà. Je dis qu'on fait pas beaucoup de CA, mais là j'ai pioché quelques engines qui me permettent d'en faire. On va voir ce que l'adversaire va lancer. J'ai pas noté à combien il était, le Green Sun. Il était à 5. Et là, je découvre à mes dépens que Balustrade Worm, c'est une carte qui a quand même de sacrées lignes de texte. À savoir une 5/5 Pieto Célérité incontrable pour 5. Qui peut revenir avec un marqueur finalité depuis le cimetière pour 4, pour peu qu'on ait le Delirium.
coup je me dis aïe aïe ouille, je vais quand même me prendre une sacrée phase d'attaque. En plus cette bestiole elle piétine donc je peux même pas chumper avec mon Esper Sentinelle. Dans tous les cas la sentinelle j'aimerais bien la garder pour continuer de faire encore un petit peu de card advantage. Donc a priori il y aura une phase d'attaque pour 8. On va voir ça. En tout cas merci à Edouard qui a été extrêmement clair dans toutes ses lignes de play. Il m'a énoncé tous ses plays, donc j'en ai fait de même. Mais du coup ça nous a ralenti très légèrement au niveau de la durée, du rythme du jeu. Mais je me dis que c'est quand même mieux qu'on soit clair pour éviter qu'il y ait de la miscommunication. Et que du coup on en arrive à des situations où il faut revenir en arrière, call judge, etc. Communiquer, que ce soit dans la vie privée ou à Magic, c'est extrêmement important. Savoir communiquer plutôt. Bref, je joue une Gitaxian Probe, je suis pas frais, je suis à 7, donc je paye mon petit mana bleu pour la lancer. Ça me permet de voir un petit peu la tête du plan de jeu adverse. Je vois qu'il a un Kinker Bloom, Chord of Calling et une Massacre Girl. Donc Massacre Girl qui peut venir vraiment brasser le board en fait concrètement. Je sais pas si c'est ce qu'il veut. 1, 2, 3, 4. A priori ça tuerait pas la Balustrade Worm. Mais ça tue tout le reste. Donc il y a potentiellement une corde qui va être lancée. On voit que j'ai une solitude, un No More Lies et je crois bien un terrain en main. Là, je devais être en train de réfléchir fortement, en juger par à quel point je bouge mes cartes dans les mains. Un petit tic que beaucoup de joueurs ont, qui a priori aide à se concentrer. Mon adversaire joue une Gilded Goose, ce qui lui permet d'avoir directement un jeton nourriture. Et en plus, accessoirement, ça permet d'en générer d'autres. Si jamais la partie dure, pour 4 mana avec la Goose, on peut gagner 3 points de vie tous les tours. Pas exceptionnel, mais c'est toujours ça de prix. Alors là, 1, 2, 3, et il me rajoute je ne sais trop combien de mana. Chord of Calling. Donc je lui demande est-ce que tu payes un de plus? C'est le cas. Il n'a pas de mana up. Donc là j'hésite parce que j'ai pile le mana pour flasher ma solitude. Mais je me dis oula, qu'est-ce qui peut bien aller me chercher avec la Chord of Calling? Je préfère safety first, on contre, c'est exilé. Et je sais que dès le prochain tour, je pourrais activer la... Donc je me dis, alors j'aurais peut-être dû craquer mon clou avant de lancer le No More Lies, parce que ça se trouve, j'aurais eu un autre contre, donc exclusivement bleu, qui m'aurait permis de quand même pitcher ma solitude dans le tour si jamais ça se passait mal. Donc, petite erreur de séquençage, rien de bien méchant. Donc là, je suis à 2 points de vie. Il y a mon compteur de points de vie qui clignote tout rouge là. Je suis pas frais, mais je sais que j'ai quand même des cartes qui me permettent de remonter potentiellement. Et du coup, le plan de jeu, c'est Bassim dans Akiri. Pour piocher une carte, poser 2 bodies. Espérer piocher un terrain, une carte blanche, enfin une carte active. Et a priori, je crois que j'ai pioché un Ghost Vacuum ou une Mother of Loons. Donc Mother, ça tombe à pic. Ça me permet de pitcher ma solitude. Donc si jamais Akiri et Silas c'est un deck qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le manifester en commentaire. Je n'exclus pas de faire une deck tech quand j'aurai approfondi un peu plus ma liste. Je trouve que c'est un deck qui est vraiment intéressant, qui a été au placard un petit peu trop longtemps à mon goût, donc c'est très chouette qu'il en sorte. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires ou directement sur Discord. Ce sera un plaisir d'en discuter. On est reparti sur l'adversaire qui fait un -2 sur Akiri. Là, je réfléchis à ma solitude pour gagner 5 PV. Je pense que c'est absolument pas une bonne idée, donc j'écarte très rapidement ce plan. Le plan, ça va surtout être de péter
la guivre de balustrade. Et bien évidemment, dans les terrains d'Edouard, intelligemment, il y avait un Restless Cottage qui était bien planqué. Donc je l'avais vu quand il avait joué, mais là j'avais un peu oublié. Qui a le bon goût d'être une 4-4 quand même. Donc ça attaque solidement. Ça fait un mini effet de Gravate, ça exile une carte et ça nous pose un jeton nourriture. Donc c'est vraiment une carte de mid-range qui est très solide. Et pourtant on est sur un terrain quoi. Bon, c'en est trop pour moi, j'essaye de ralentir la cloque comme je peux. Solitude sur la Worm. Mon adversaire passe à 23, mais à ce niveau-là, c'est même plus un problème. Et je n'ai pas assez pour éponger la phase d'attaque. C'est donc Edouard qui remporte la première partie. Je débute la deuxième avec une Mother of Runes. Si jamais elle arrive à se dégager, je me sentirai quand même vachement plus frais que la première. Étant donné que la plupart des anti-bêtes de Grist sont des effets qui détruisent. Certains font des effets de sacrifice, mais bon, on verra comment ça se passe. Il me semble qu'il me joue à un terrain qui arrive engagé, je sais plus lequel, un bilan. Donc pour 2 mana, Talisman of Conviction. Donc c'est le seul talisman que j'ai pas retrouvé dans mes racks, tant pis. J'en ai recommandé un, donc faudra vous accommoder pour les quelques VOD qui arrivent. Ça fait partie des 2-3 cartes que je n'ai pas encore reçues. Il s'agit donc du talisman blanc-rouge, qui en fait c'est comme un Painland, une Battlefield Forge, concrètement. J'ai fait le choix de ne pas slammer Akiri au T2 parce que j'ai une mana Tice en main. Et je préfère la garder up. En plus, le fait de faire un caillou, ça me permet de dégager avec 4 mana. Donc je suis dans un territoire où je pourrais poser de la Breya, du... Il y a quoi comme banger? Du Pyrogoyf, flasher une Subtlety, jouer une Breya, un Urza. Dès le T3, ça commence à être quand même assez solide. Au final, je joue quand même Akiri. Qui du coup est 1, 2, 3. Parce que j'ai un terrain artefact qui est venu se glisser dans le lot. Et là, je suis dans une situation où, bon bah, j'ai quand même un board qui est vraiment pas mal. Je crois que je n'ai que 1 mana bleu, parce que je dois avoir un plateau, un basique rouge, enfin, un land artefact rouge, une taïga, toundra. Une toundra et le talisman. Edouard se pique de 2 sur son Raveland et tourne intelligemment autour de ma mana Tice. Je sais pas si c'était voulu, mais bien joué à lui. Donc il pose son Grist, je suis là, bon bah, elle est belle ma mana Tice, je peux pas contrer ça. Il nous fait un +1, donc avec un jeton insecte. Et une Massacre Girl qui est meulée du dessus de la bibliothèque. Et le follow-up, c'est un Death Ride Shaman, Death Ride qui peut être vraiment embêtant. Donc je décide de perdre un point de vie pour le contrer. Avec le recul, je sais pas si j'aurais dû garder ma mana Tice pour un potentiel plus gros drop. Mais je me dis qu'en fait, Gris c'est un deck qui a quand même beaucoup de dork, donc potentiellement beaucoup de mana up en rab. Et la première carte qui m'embête un peu quand même, je peux la jeter dessus. Arena of Glory, que j'ai landé, qui pourra s'avérer vraiment pertinente. Alors ça, Arena of Glory, c'est une des cartes dont j'ai été le plus agréablement surpris. J'ai poussé un peu le carton pour la tester, et franchement ça m'a impressionné toute la soirée. Pouvoir rejouer une Akiri avec la célérité un tour sur 2, bah, ça tombe bien. Tant qu'on pose nos terrains, c'est exactement ce qu'on veut faire, même si elle est gérée. C'est vraiment pas mal. Donc là, je fais des phases d'attaque même avec la Esper Sentinelle. C'est une ligne de play un peu agressive, mais je me dis que je peux la protéger avec la Mother. Certes, je m'expose à un anti-bet, mais bon, bah écoutez. Il faut quand même pousser ses cartons. Et donc, Toxic Déluge du côté d'Edouard. Je lui dis, donc déjà il paye 3 points de vie. Ensuite, je lui dis, est-ce que tu payes 1? Non, donc je pioche. Et ensuite, je Force of Will. Donc là, Ayayo il a tempo. Bon,
J'ai plus de main, et c'est un peu triste d'avoir dû pitcher mon Urza, mais dans tous les cas je pouvais pas le lancer. Donc je précise que j'ai pitché ma faux parce que j'avais qu'un seul mana bleu. Je reprends mon tour. Phase d'attaque, on recommence avec les mêmes et c'est reparti. Ouais. Le jeton insecte qui est envoyé au casse-pipe. Donc là j'exerce pas encore de pression, mais au moins je check son board. Et il va falloir espérer piocher quand même des bonnes cartes. Je sais qu'il y en a un bon paquet dans le deck, donc on verra bien. Encore une fois le Geist. Pas de Saint-Raft mais d'étrangle racine. Qui meule un costaud Trackcorn. Donc ouais, Trackcorn au cimetière, je le vois, je suis là, ça m'embête un peu quand même. Donc en fin de tour, a priori, je fetch avec une prismatique Vista. Je priorise le fait d'avoir accès à un noir plutôt qu'un deuxième bleu, parce que je me dis si jamais je pioche une Breya, flemme de pas pouvoir la lancer. Et j'ai pas tant de sorts à double bleu que ça, in fine, qui sont pas pitchables quoi. Et là je pioche une très belle Diada. On parlait de slot impactant, c'en est un. C'est rigolo parce que Akiri Silas, ça joue quand même une belle pile de généraux bannis. Que ce soit Diada, enfin dans mon deck, hein, je joue Diada, Raffine, Aragorn qui est un top tier, on a Breya, enfin du bon carton. Je joue pas Emery, je trouve que c'est un peu trop lent et que j'ai pas du tout envie de jouer les Bobble parce qu'il n'y a plus le plan Silas. Silas dans le méta actuel c'est beaucoup trop fatigué. Il est franchement c'est un peu triste à dire mais il est là juste pour les couleurs. Donc je fais un +2 de Diada sur Akiri. Phase d'attaque donc pour 3 mana. Peut-être que j'aurais dû faire le -3 directement. Je sais pas. Donc là il me semble que j'ai pas attaqué avec l'Esper Sentinelle parce que je voulais défendre ma Diada. Et je me dis que je préfère avoir 2 ou 3 bloquants. Ou 2 avec une Mother Up. +1. Alors ça c'est pas Pile On, c'est l'autre. Qui ressemble à Pile On mais pour 2 incolores et 2 noirs. Qui a convocation là, je sais plus comment ça. Et encore une fois, voilà, une carte qui enterre littéralement le match-up. Donc Trigger Esper Sentinelle il paye pas. Je pioche, je me dis allez, sur un malentendu, je pioche ma Force Spike. C'est non. Du coup on inverse le board et le cimetière. Comme par hasard, moi j'avais rien. Et lui il se gave là, il est bien avec Trackcorn, DRS, Massacre Girl qui met -1/-1. DRS il a le bon goût d'avoir 2 d'endurance. Il regagne 5 points de vie, il remonte à 20. Et là, il se sent mais bien frais. Je sais pas trop pourquoi le Grist il est parti, là j'ai pas suivi. Bon, peut-être une incompréhension. Là, c'est le moment de faire de la value. -3, pif paf pouf. 2 landes, 1 caillou, 1 contre. Ça fait 4 cailloux. Et là, je vais pouvoir relancer le plus sereinement du monde mon Akiri à 4. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 artefacts, a priori. City of Brass que je lande. Une très belle City of Brass altérée par l'ami Martial Altered. Alters, pardon. Que je vous recommande chaleureusement, si j'arrive à le prononcer. Qui est un très bon artiste, au-delà d'être un bon ami sur Roi. Akiri relancé pour 4 mana. Donc le 4ème mana c'est celui du caillou. Je perds 1 et je joue
Waouh, une P-Wave. Donc là, c'est vraiment powerplay contre powerplay. Ça, c'est le midrange qu'on aime. Donc certes, il a récupéré tout un tas de drouilles depuis son cimetière, et moi pas, mais je vais pouvoir tenir les chiens en laisse quand même avec la P-Wave. Mon oppo est à 20. Ma Diada, elle est à 4 de loyauté, ça veut dire que je peux refaire un -3 le prochain tour. Je peux vraiment commencer à mettre une pression très conséquente. Donc là, j'exile la Massacre Girl immédiatement, ainsi que le Death Rage Shaman. Par contre, j'attends son entretien pour exiler le Tracorn, parce que sinon, la 3-3 qui arrive derrière aurait pu attaquer ce tour-ci. C'est pas extrêmement pertinent, mais si jamais mon oppo il pioche un removal pour mon Akiri, je préfère éviter les bêtises. Ouais, d'ailleurs, Living Death qui est tellement forte qu'elle reste sur le champ de bataille après avoir été lancée. Donc petit oubli de notre part, on a résolu ça en la mettant directement au cimetière. Les dés également ne servent plus à grand chose. Long goodbye. Bon bah là, même si j'avais un contre, je pouvais pas faire grand chose. Je réfléchis à mettre Akira en dessous de la P-Wave, mais en fait j'ai tellement de mana que je vais juste la relancer au prochain tour. Ça sert à rien de cramer mes compteurs pour rien. Un compteur c'est une créature certes, mais c'est surtout un tour de tempo. Hop. On a des sylves changeantes, donc Shifting Woodland du côté d'Edouard. Je ne sais pas s'il a le Delirium, mais ça pourra s'avérer pertinent vu la quantité de cartes qu'il a au cimetière. Et là, je suis un peu deg, parce que j'avais pas anticipé cette carte-là. Diabolic Intent, qui demande un coût additionnel de sacrifier une créature. Donc, étant donné que ça fait partie du coup, je peux pas exiler en réponse la créature avec P-Wave. Et du coup, ça laisse un Demonic Tutor effect à mon adversaire. On va voir ce qu'il va se dépatouiller de trouver pour retourner la partie à nouveau. Je sais qu'il y a quand même des cartes vraiment solides dans le deck. Je sais pas si Contamination est vraiment adapté dans ce spot, mais ouais, c'est vraiment pas mal. Après, cela dit, Contamination contre Akiri, c'est pas terrible, dans le sens où je joue quelque chose comme 5 ou 6 artefacts, enfin des cailloux. Et bah, je joue quand même 25 artefacts, dont une majorité qui sont, enfin pas une majorité, une certaine partie qui sont strictement incolores. Donc je peux toujours jouer de la Winter Orb, du Tangle Wire et des immondices de cet acabit. Donc a priori pas quelque chose de proactif qui a été tuto Edouard. Alors là, j'ai encore une fois brick avec ma Diada. Bon, bah au moins ça me fait un bon paquet de trésors, pardon. J'en ai 7. Et bah je repaye. Alors cette fois-ci, j'ai Arena of Glory que je vais pouvoir exert. Et je rallonge de 4 mana supplémentaires avec mon caillou. 1, 3, 4, 5, 6. Hop, Akiri avec célérité. Vroom vroom la 9-3. « 9-3, signe de gang. » Et bah non, retour au bercail avec un Fatal Push. Donc j'étais un peu déçu parce qu'en fait, du coup, j'ai dû exert mon Arena of Glory un peu dans le vent. Bon, tant pis, c'est pas le mana qui manque, mais c'est plutôt la capacité à donner célérité qui est vraiment pertinent. Utopia Sprawl en nommant vert sur le Raveland. Et pour 5 mana, la carte préférée d'Edouard, Balustrade Worm. Donc Balustrade, ouais, je crois que j'en ai déjà parlé, mais une belle salade de mots-clés. Dans un metagame qui s'avère être quand même assez bleu, avec pas mal de counterspell dans une majorité des decks, je trouve que c'est une très bonne idée. Sachant qu'en plus, c'est pas une carte qui est très facile à déloger, puisqu'il y a pas mal d'anti-bêtes
Typiquement Bolt, Fatal Push, Cut Down, etc. ça va pas la toucher. Donc vraiment très bel ajout dans le deck d'Edouard. Elle m'aura bien mis la pression dans tout le BO en tout cas. Hop, donc je reprends mon tour. Edouard avait un petit doute sur le fonctionnement de P-Wave. Est-ce que c'était quand je retire le dernier marqueur ou quand je ne peux plus en retirer? Evanescence, il se trouve que c'est quand je ne peux plus en retirer que je sacrifie le permanent. Donc j'ai encore un tour complet avant de rendre les créatures du joueur de Grist. Et bah pour une flopée de mana, qu'est-ce qu'on fait? On rejoue Akiri Kiri. Je perds un trésor dans l'affaire, mais concrètement on s'en fiche. Plus 2. Akiri acquiert indestructible vigilance, lien de vie. Donc là je regarde la worm droit dans le blanc des yeux et je lui dis vas-y attaque, je t'attends. Donc là on a un cas de figure concret qui explique le fait que Akiri seul, ça prend quand même pas mal le board. Parce que la combinaison de mots-clés initiative et vigilance, ça compense très largement le fait qu'elle n'ait que 3 d'endurance. Après, tout bien tout honneur, hein, ça reste quand même une bonne carte Akiri. C'est juste que dans le méta actuel, ça se prend quand même vachement plus de removal. Ça se prend, Stern, on avait calculé, Stern Scolding et Cut Down, seulement quand on a entre 0 et 2, artefacts. Au-delà, Akiri ne se les prend plus puisqu'elle a 5 de stats, enfin plus de 5 de stats, donc elle est 3-3. Bon, là on est sur un tour un petit peu critique quand même. On est toujours à la fin du tour d'Edouard, j'ai ma solitude en main, je sais pas si je la lance et quand je la lance. Je me dis pour éviter de laisser trop de board à Edouard, étant donné qu'il va récupérer tous ses permanents vu que ma POE va sauter, je dis bon, je préfère quand même t'exiler ton Yawgmoth, on va éviter que tu fasses trop de cartes d'advantage, sachant que t'es a priori je crois au top deck. Voilà, on va limiter la casse. Donc il regagne 2 points de vie, je lui rends ces 3 créatures. À l'ETB, il regagne 5 avec le Trackcorn. Ouh, il aura fait gagner 10 points de vie lui. Alors, donc la Massacre Girl ne tue rien. Par contre, pendant mon tour, si une créature devait mourir, on remet -1/-1 à toutes les bêtes. Ça c'est une petite subtilité que j'avais pas, je pensais que c'était qu'à l'ETB. Donc ça me dissuade assez fortement d'attaquer, parce que si j'attaque, ma solitude meurt, elle emporte la Akiri, qui emporte le Trackcorn, la DRS, enfin il y a tout qui saute, et on se retrouve avec un board où il n'y a plus que la Massacre Girl, et c'est pas nécessairement ce que je recherche. Quoi qu'en vrai j'aurais pu faire le giga bourrin et relancer Akiri. Mais enfin, c'est pas forcément le plan. Parce qu'en plus, les effets de -1/-1, ça passe à travers l'indestructible. Petit moment de réflexion. Là, on est quand même sur les tours un petit peu essentiels, les tours clutch de cette partie. Est-ce que je perds 2-0 ou est-ce qu'au contraire, j'arrive à renverser la vapeur et à arracher la deuxième? Il me semble que j'ai rendu le tour à Edouard. Pendelhaven, qui en l'occurrence ne peut rien cibler. En l'état, parce qu'après, avec un insecte de gris, ça peut aller très très vite. Restless Cottage qui est animé. Donc là, gros plan beatdown de la part d'Edouard. On a donc le Trackcorn 5-3, le Restless Cottage qui est 4-4, non c'est pas Massacre Worm, Balustrade Worm qui est 5-5 Pieto, et Massacre Girl en l'occurrence,
qui est 4-4 menace. Voyons voir comment je bloque. A priori, je suis chaud de trade ma solitude pour le Trackcorn. Akiri va bloquer le cottage. Je me dis que je préfère lui péter un land que sa balustrade qui pourra potentiellement remonter au prochain tour dans tous les cas. Et au final, il me semble que il se passe quelque chose comme je prends 9, mais je regagne 7. Du coup, je prends 2. 3, pardon. Je prends 9, je gagne 6. J'ai confondu. Puisqu'Akiri est 3-3. C'est ça. Voyons voir quels vont être les follow-up d'Edouard. En tout cas, des parties vraiment disputées pour le moment. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Enfin, en tout cas, à commenter. J'espère que ça l'est également pour vous à regarder. Carnage Interpretor, la carte blanche. Psychic Frog, on a 2 T1, je crois, un truc comme ça. Je passe donc à 1, 2, 3 plus les 4 que j'ai ajoutés, donc à 7. Akiri cette fois-ci n'a plus le lien de vie, donc je tape à 7. Edouard réfléchit à bloquer, au final je pense juste que t'es à 27, tu repasses à 20. Todo bien. Ensuite je joue un Bassim. Bassim qui dans Ezio était vraiment pas mal, mais alors dans Akiri, faut absolument la jouer. On a une créature qui trigger sur tous les sorts historiques, donc pour rappel, artefact légendaire et saga. Donc même sur une Urza, pas une Urza Saga, n'importe quoi. Sur une Fable of the Mirror Breaker, ça trigger. Ça nous fait piocher, la rendre imbloquable, et elle grossit au fur et à mesure qu'elle inflige des blessures. Donc franchement, même simplement faire une curve Bassim dans Akiri, on arrive déjà avec un board assez conséquent, et en plus on commence à faire du card advantage. C'est une des cartes qui me fait envisager les bobbles. Bassim. Bon là en l'occurrence il va être envoyé un peu au casse-pipe. Parce que bah sinon je suis mort en fait. Et là je suis vraiment sur la ligne rouge parce que je suis à 3 points de vie. Et il y a un Deathrite Shaman qui est actif. Donc ça veut dire que je peux prendre 2 points à tout moment. Là honnêtement je pense qu'il aurait fallu attaquer la Diada. Avec la Massacre Girl. Parce que là je vais pouvoir faire un +2. Je redonne lien de vie à Akiri et show must go on quoi. Surveille land. Hop. On retire ce vilain terrain qu'on n'a pas envie de piocher. Là, on veut de la carte active. Du mana, j'en ai pléthore. C'est pas le sujet. Donc là, j'attaque pour 7. Mon adversaire prend les 7 comme un chef. Je rééquilibre un petit peu les points de vie. Fin de mon tour, activation du Deathrite Shaman. Ouais, bon là en fait, je monte la carte de ma main parce qu'en fait avec Edouard on se fait la réflexion que bah on est tous les deux un peu en train de jardiner. On pioche land sur land, alors qu'on cherche tous les deux des cartes actives. Bon, malgré ça, c'est pas une non-game non plus quoi. On s'envoie quand même coup pour coup. On a donc un Grist qui est relancé. Et je notifie aimablement à mon adversaire que Akiri elle a l'indestructible.
Je lui dis si tu veux faire un -2, évite. Et il fait un -2, mais en l'occurrence, et c'est assez malin de sa part, il a peut-être même dû le faire un peu plus tôt, il fait le -2 pour détruire Diada. Diada qui a quand même vraiment bien bossé là. Hein. On va pas se mentir que sans, j'aurais déjà perdu depuis au moins 4 tours. On a presque l'impression de faire du gaspillage avec le +2 de Diada, étant donné qu'Akiri a déjà la vigilance. Mais il faut se rappeler que indestructible et lien de vie, c'est des sacrés mots-clés. Et là, je pioche un DT comme un chef. Donc là, si mon adversaire n'a rien, en gros, c'est fini. Je creuse, je me dis, oh attends, j'ai mon Arena of Glory, je peux faire un flash avec le flashback, enfin avec le... Il s'appelle. Je le relance depuis le cimetière, je peux lui donner célérité, blablabla. Je me dis, oh mais attendez, qui est-ce que je vois pas d'autre comme carte qui a l'air de tuer? Je vous laisse la surprise, on réfléchit. Ah bah oui, force. Force avec genre 7 cailloux, j'en pose genre 8 ou 10. Vroom. Donc ce DT salvateur, hein, parce que sinon j'étais mort en gros prochain tour. Qui rebat un peu les cartes, et donc là on est quasiment dans les tours additionnels, donc c'est pour ça qu'on se dit ouais ok faut accélérer. Et là je fais un petit misplay quand même. Mon adversaire il joue une Delighted Halfling, et j'avais oublié mais j'ai un Portable Hall en main. Et bah non, j'ai pas réfléchi, j'ai jeté ma Force of Will en me disant bah non, en fait je vais pas pouvoir la lancer puisqu'il y a une Halfling directement en jeu. Bon, tant pis. Je fais quand même T1 Skrelv, T2 Akiri en piquant 2 sur ma Sacred Foundry. C'est ça. J'ai un artefact avec Skrelv. Donc là, je suis ceinture bretelle, j'ai mon beater et de quoi le protéger. Il va falloir être solide sur les appuis quand même. Sachant qu'on était, il me semble, tous les deux en mulligan 6 ou 5. J'ai un Pyroglyph dans la main. On va voir si j'arrive à aligner mes land drops. Je crois que j'ai gardé une main avec seulement 2 terrains. Et là, mon adversaire, il fait une de ses pioches. Le mot-clé porte bien son nom, à savoir Miracle. Il me pose un Métamorphosis fanatique venu des enfers, qui remonte le Bogart, je sais pas quoi, la MDFC 3-1 qui exile le cimetière. Du coup, il m'exile ma faux, bon ça, pour le peu que ça compte. Je reprends mon tour, et là, on a attaqué, il me semble, les tours additionnels. Je crois que je prends le premier tour. J'ai pas pioché mon terrain, donc je suis un peu dans la sauce. J'ai accès à blanc, noir et rouge, donc j'ai pas mon bleu. Sachant qu'il me semble que j'ai une force spike en main qui aurait pu être vraiment pertinente. Donc là, c'est tendu. Mon oppo, il a une cloque plus que solide. Donc, évidemment, il a le bon réflexe de me demander de lui expliquer ce que fait Skrelv. Faut quand même bien faire attention que Skrelv, c'est pas du tout wordé comme une Mother. En plus, il peut pas bloquer. Donc, bon. En vrai, j'ai qu'un bloquant là. Eldritch Evolution en sacrifiant. Alors là, je me dis, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va me sortir comme dinguerie? Petit rappel qu'Eldritch, ça s'exile à la résolution. Qu'est-ce qui va pouvoir me sortir à 5 ou moins? Là, je suis dans une sauce monumentale. On va voir si j'arrive à aligner mes cartons quand même. Je récupère ma petite capsule de bière tête de mule. Ça, c'est un compteur tête de mule pour pas oublier ses triggers. Et encore une fois, la worm qui est là dans les bons comme dans les moins bons moments. Alors en l'occurrence, les moins bons. Donc on a une worm qui vient appliquer une pression supplémentaire qui est vraiment conséquente. Là je suis à 17, je suis attaqué pour 9, je me dis je peux éponger un tour. Sachant que là on était au deuxième tour sup, j'ai juste oublié de l'actualiser. Je vais l'actualiser au début de mon tour, voilà. Je prends le troisième.
Edouard aura son dernier tour pour essayer de me tuer, j'en aurai encore un après. Là concrètement, vu l'état du board state, je suis pas capable de tuer. Le plan, c'est d'essayer d'arracher une draw, mais on verra. Là concrètement, si Edouard pioche un removal ou un double removal, parce qu'en fait j'ai Skrelv up qui donne Hexproof, il peut arracher la victoire ce tour-ci. Donc voyons voir comment ça se résout. En tout cas, c'est un BO qui nous aura tenu en haleine du début à la fin. Des parties vraiment disputées, ça fait vraiment plaisir. Petit moment de réflexion, c'est logique, c'est son dernier tour, donc c'est maintenant ou jamais. Pour 3 Grist. Là, il me semble qu'il me disait qu'en fait, il fait un +1 pour voir s'il n'a pas une carte à meuler, réanimer potentiellement. Qui pourrait éventuellement avoir la célérité. Bon, bah non, c'est un terrain. Parce qu'en fait, il peut pas vraiment faire de -1, déjà parce qu'il a pas envie de sacrifier une de ses 2 bêtes. Et en plus, ça sert à rien parce que je vais faire un effet de Skrelv. À part l'engager, ça va pas faire grand chose. Du coup, phase d'attaque, je bloque la plus grosse. Je passe à 3 points de vie. Et là, mon adversaire ne peut pas remporter cette partie en l'état. Donc, bon. Là, je me dis concrètement, il est à 28, je suis à 3. Fin de mon tour, faites choc. Allez, bravo, je te la laisse. Je me dis honnêtement, en plus j'ai misplay. Voilà, je te la laisse, bravo. Maintenant, il va falloir se sortir les doigts et aller gagner les 3 prochaines rondes. La prochaine, en parlant de ça, ce sera Proche contre Akiri Silas. Ça sortira dans une semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck.